Oh yes! Salut tout le monde! Au podcast aujourd'hui, on parle des Dream Match. Ceux qui ont livré la marchandise, ceux qui ont floppé, ceux qui étaient supposés se produire, et surtout de l'histoire qui les entoure. Mesdames et messieurs, adultes de tous âges, le troisième câble commence là! Oh que oui! Salut tout le monde! Bienvenue à une nouvelle édition du podcast Le Troisième Câble, le seul podcast de lutte qui va au-delà des quatre coins du ring. Ici votre animateur Y2 Joe Jonathan Champagne. Et aujourd'hui, on parle des Dream Match, ou comme dirait la loi 101, les combats de rêve. Fait que débutons le bloc avec les matchs qui ont dépassé les attentes. Je vais m'en tenir qu'à une petite liste de 2. Parce qu'évidemment, on a toute une vie, on a autre chose à faire. Là. Je voudrais commencer avec le match Finn Balor contre AJ Styles lors du TLC en 2017. Pour faire histoire courte, la raison pourquoi c'est un Dream Match, c'est qu'à la base, il n'était même pas supposé arriver ce match-là. Au départ, c'était supposé être Finn Balor contre Bray Wyatt. Et les deux là, allaient un peu là, s'affronter sous leurs personnages surnaturels respectifs, le Demon et Sister Abigail. Malheureusement, quelques jours auparavant, la WWE et évidemment quelques lutteurs en tant que tels ont été frappés par une maladie virale douteuse. Et ça l'a même affecté là, Roman Reigns, qui lui aussi a dû se désister de l'événement. Donc, Bray Wyatt a dû se désister, comme j'ai dit, et a été remplacé à la dernière minute par AJ Styles, qui faisait partie de SmackDown à ce moment-là. Et pourquoi ça, c'est un Dream Match? C'est bien simple. Les deux lutteurs ont beaucoup d'historique au Japon. Ils ont eu quand même là, une bonne carrière là-bas. Et les deux sont les deux premiers leaders du fameux groupe Bullet Club. Donc, évidemment, pour tous les fans de lutte dans le monde entier, c'était vraiment là, un match de rêve. Les deux leaders qui s'affrontaient. Pour la toute première fois, là, ils ne s'étaient jamais affrontés au Japon parce que quand que Finn Balor a quitté le Japon, AJ Styles arrivait pour prendre sa place dans le fond. Donc, ils n'ont jamais pu se battre. Ils ne se sont jamais battus ailleurs là, dans d'autres fédérations. Évidemment, AJ Styles a surtout plus été à la TNA, à la Ring of Honor, donc aux États-Unis. Finn Balor était surtout là en Irlande, pour ensuite aller surtout au Japon pendant 8 ans. Fait que les deux ne s'étaient jamais affrontés. Et aussi une autre raison pourquoi c'est un Dream Match, c'est tout simple. Les deux sont du même gabarit, sont des high flyers, c'est des athlètes complètement incroyables. Ont un peu le même style aussi de lutte, ont les mêmes habiletés, donc sont très rapides. Des bons techniciens. Fait que c'était un match parfait, là. Et oh, combien qu'ils ont dépassé les attentes. J'en dirai pas plus. Pour vrai, allez voir ça. Si vous avez le network, là, le WWE Network, allez voir ça. Finn Balor, AJ Styles, au TLC 2017, ça vaut vraiment la peine. Autre match sur ma liste qui a dépassé les attentes. Et que les attentes étaient moyennes, justement. Je m'explique. Je parle ici du match The Rock contre Hollywood Hulk Hogan, qui venait tout juste de revenir à la WWE après une absence là, d'à peu près 8-9 ans vers la WCW. Évidemment, les deux se passent de présentation. Les deux icônes de la lutte, deux légendes. Charisme incroyable, ils ont été le visage de la WWE à deux époques différentes. Évidemment, on imaginait un match épique entre les deux, et les deux se sont affrontés à WrestleMania 18 en 2002. La raison pourquoi je dis que les attentes étaient moyennes, c'est bien simple. On s'entend, Hulk Hogan était quand même là, à un âge avancé, avait subi beaucoup de blessures, notamment aux hanches. Ses limites là, étaient très connues. Et The Rock, en tant que tel, n'étant pas nécessairement un grand technicien, on se demandait s'il était capable là, de traîner Hulk Hogan vers un match acceptable. Et oh my god que le match était incroyable finalement. On se rappelle, WrestleMania 18 se déroulait à Toronto.
Donc, et le Canada en tant que tel, surtout Toronto ou Montréal, sont reconnus pour être là, Bizarro World, où est-ce qu'on acclame les méchants et ont eu les gentils. Donc, et c'est ce qui s'est passé pendant le match. La foule s'est retournée contre The Rock et a acclamé en héros Hulk Hogan qui revenait à la WWE. Et c'est même The Rock, pendant le match, qui a, en écoutant la foule, a décidé de revirer le match à 180 degrés complètement. Agissait en tant que méchant, justement, pour qu'Hogan joue les héros pendant le match. Et la foule était hystérique. J'en parle, j'ai des frissons. Allez voir ça, ça vaut la peine. Mais attendez-vous pas nécessairement un match technique avec des mouvements incroyables. Là. C'était pas du tout ça. D'ailleurs, même John Cena, lors d'une entrevue, qui avait dit que si on regarde ce match-là sur mute, on va vomir. Parce qu'en tant que technique, c'était dégueulasse, on va se le dire. Mais en même temps, un match de lutte n'est pas fait pour être regardé sur mute. C'est fait pour être regardé en écoutant l'ambiance faite par la foule, l'électricité qui se dégage, les cris, tout ça. Donc, ça là, on s'entend bonifier le match. Dans le fond, le Dream Match n'était pas juste Hulk Hogan contre The Rock, mais c'était Hulk Hogan contre The Rock avec la foule. C'était dans le fond là, un match à 3 là, parfait. Je pense qu'on a été chanceux d'être témoin de ce combat-là. Maintenant, on est rendu au Dream Match qui n'ont aucunement livré les attentes, ou comme je pourrais dire, qui ont floppé totalement. Encore une fois, je vais m'en tenir qu'à 2 matchs seulement. On commence avec Sting contre Hulk Hogan à Starrcade 97. On se rappelle, ce combat-là était comme la fin d'une épopée d'1 an et demi à peu près, de long build-up, d'une rivalité qui se construisait tranquillement et qui a commencé à Bash at the Beach en juin 96, où est-ce que Scott Hall et Kevin Nash affrontaient Sting, Macho Man Randy Savage et Lex Luger. Et on se rappelle que Hulk Hogan est arrivé pour soi-disant aider Savage, Sting et Luger pour finalement se retourner contre eux et joindre Hall et Nash pour former la NWO. Et ainsi devenir méchant, ce qui à l'époque était quasiment impensable, mais nécessaire. Parce que Hogan avait commencé là, depuis à peu près 1 an facile à se faire huer par la foule. Donc un changement était requis dans ce cas-ci. Et Sting, à la même époque, ressentait la même chose, que la lutte en général était en train de changer de visage un peu. Et lui aussi, il sentait qu'il devait changer son look, il devait changer sa personnalité, son approche. Et avait comme quitté la WCW en disant qu'il allait réapparaître de temps en temps comme ci et là, sans que vous le sachiez en avance. Et effectivement, il avait commencé en 97 à apparaître par-ci et là, dans un tout nouveau look, maquillage blanc et noir, longs cheveux foncés, un jacket de cuir noir. Et on se rappelle que pendant ce temps-là, Sting ne parlait jamais, faisait juste apparaître au plafond dans les rafters en regardant attentivement les matchs de la NWO. Des fois, apparaissait dans le ring pour affronter les membres du groupe et Hulk Hogan se sauvait tout le temps à ce moment-là. On se rappelle du fameux challenge que Sting avait fait à l'aide de son bâton de baseball. Il avait pointé Hulk Hogan avec son bâton, signifiant qu'il voulait affronter Hogan. Les fans à chaque fois étaient hystériques. On avait hâte que le match arrive. Finalement, c'était décidé. Starrcade en décembre 97, ça allait se passer. Les gens étaient excités, attendaient, anticipaient ce match-là avec impatience. Et oh combien qu'ils ont été déçus. On le voyait tout de suite. Il y a de quoi qui marchait pas, c'était pas fluide. Les deux avaient pas l'air d'être vraiment concentrés ou investis dans le match. Le match se termine par la fameuse descente de la jambe de Hulk Hogan. L'arbitre compte 1, 2, 3. Bret Hart qui apparaît out of nowhere insulte l'arbitre en disant qu'il avait fait un décompte rapide. Frappe l'arbitre. Hogan qui se sauve avec sa ceinture. Bret Hart qui le rattrape et le ramène dans le ring pour que Sting continue le combat avec Hogan. Bret Hart qui devient soudainement arbitre recommence le match. Sting Hogan continue de se battre. Finalement, Sting remporte le match et remporte la ceinture. Le locker room quasiment complet de la WCW arrive sur le ring. Embrasse Sting, je fais des gros câlins, le support sur leurs épaules. Voici notre héros, tout ça. Et le match se termine ainsi.
Comme vous pouvez comprendre, c'était assez confus. Beaucoup de personnes ne savaient pas ce qui venait de se passer. Et encore aujourd'hui, apparemment, même Sting ne sait toujours pas pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Apparemment, beaucoup de politique en arrière-scène qui se passait. Beaucoup de rencontres s'étaient faites entre Sting, Hogan et le boss Eric Bischoff. Aucun des trois était d'accord avec les nombreuses fins proposées pour finalement arriver au combat en tant que tel, et aucune fin n'avait été décidée encore. Donc c'est pour ça que le match semblait être décousu, parce qu'ils ne savaient même pas comment que le match allait finir. Et pour finir finalement là, une grosse queue de poisson. Tout le monde était déçu, incluant les lutteurs. Autre match sur la liste, et c'est pas mal le match qui a inspiré un peu le sujet du podcast aujourd'hui. Et je parle du match Brock Lesnar contre Goldberg à WrestleMania 20 en 2004. Et honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter qui n'a pas déjà été dit sur ce match-là, à tel point qu'il était désastreux. Pour plusieurs, et pendant facilement un bon 2 ans, Brock Lesnar était la version WWE de Goldberg, qui avait travaillé pendant longtemps à la WCW. Les deux étaient des machines qui ne perdaient presque jamais. Même grandeur, même grosseur à peu près. Les deux étaient reconnus pour leur move d'impact, leur explosivité, leur intensité. Honnêtement, c'était un match vraiment là, de rêve, on va se le dire. Les fans étaient prêts. En plus, pour aider un peu là, au build-up du match. L'un était à Raw, l'autre à SmackDown. Les deux ne pouvaient pas vraiment s'affronter lors de ces shows-là. Donc il était convenu que Stone Cold Steve Austin allait être l'arbitre spécial lors du combat. Donc c'est lui un peu qui faisait la construction de la rivalité, si on veut, pour que le match soit vraiment là, attendu de pied ferme. Et ça a été un méga flop. La raison étant que les deux, donc Goldberg et Brock Lesnar, avaient signifié à la WWE qu'ils n'allaient pas revenir après WrestleMania. WrestleMania allait être leur dernier match. Lesnar voulait poursuivre une carrière en football. On se rappelle que ça n'a vraiment pas duré longtemps. Et Goldberg voulait partir parce que n'était vraiment pas satisfait de la ligne directrice que son personnage prenait, de la façon que la WWE l'utilisait. Et les fans le savaient. Ils leur ont fait comprendre à quel point ils étaient pas contents. Tout le long du match, les fans ont hué, voulaient rien savoir du combat. Brock Lesnar et Goldberg, visiblement, voulaient rien savoir de se battre. C'était assez flagrant. C'était laborieux comme match. Des moves lents, pas fluides. Honnêtement, finalement, là, une très grosse déception. Même Stone Cold Steve Austin avait de la misère là, à ramener le combat sur les bonnes tracks. Heureusement, une douzaine d'années plus tard, les deux ont pu se repentir, comme on peut dire, lors d'un match à Survivor Series 2016 et aussi à WrestleMania 33. Et les deux combats étaient largement, mais largement supérieurs à ce que la grosse bataille de bouettes qu'ils nous ont donnée à New York en 2004. Ok, avant de poursuivre avec le podcast, un petit bulletin de nouvelles version NWA. On apprend cette semaine que, selon Raven, Billy Corgan, le boss de la NWA, serait sur le point de fermer sa fédération. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, la NWA vit une certaine période très tourmentée présentement, vu que c'est une petite fédération. Pour économiser, dans le fond, les coûts dus aux enregistrements télé. Ils font plusieurs enregistrements dans la même journée, ce qui fait que, à cause de la pandémie, ils n'ont pas enregistré là, depuis le 26 janvier dernier. Et dans le fond, leur prochaine batch d'enregistrement était supposée d'être à partir du mois d'avril pour leur événement à la carte Crooked Cup. Évidemment, ça ne s'est pas produit pour les raisons qu'on connaît. Vu que c'est une fédération qui utilise un studio télé, ils ne pouvaient pas utiliser le studio pour faire les enregistrements de lutte. Qui fait en sorte que durant le printemps, ils ont dû un peu se réinventer. Ils ont ouvert une chaîne YouTube où est-ce qu'ils produisaient un petit peu de contenu web pour divertir un peu les fans puis tout ça. Tout ça s'est arrêté, évidemment, comme on le sait, à cause des récentes allégations, là, les récentes accusations plutôt, contre Dave Lagana, qui était un des directeurs exécutifs de la compagnie. Il a lui-même, justement, là, donné sa démission suite aux allégations.
Ce qui a fait quand même assez mal à la NWA, parce que là, ensuite, dans toute cette tourmente-là, en plus, ils ont perdu les services des lutteurs Ricky Sparks et Zicky Dice, qui était le champion télévision là-bas. Et là, à moins qu'il commence une espèce de période de reconstruction, ce qui pourrait peut-être coûter cher, vu les moyens limités, il y a beaucoup de chances que la fédération ferme. Autre nouvelle de la NWA, justement, la championne en titre, Thunder Rosa, aurait teasé une apparition à la AEW. Comme je viens de le mentionner, que la NWA est peut-être sur le bord de faire faillite, de fermer ses portes. Ça serait, j'imagine, un moment idéal pour la championne Thunder Rosa de quitter le navire et d'aller vers de meilleurs cieux, comme on pourrait dire. Thunder Rosa qui a justement un peu répondu en disant qu'elle allait peut-être même challenger la championne en titre là-bas. C'est à suivre pour être honnête, car Thunder Rosa pourrait vraiment là apporter quelque chose de vraiment legit à la All Elite Wrestling. C'est une ancienne combattante de la MMA. Les skills qu'elle a pour vrai, là, qu'elle a démontré à la NWA, c'est vraiment incroyable de la voir aller. Moi, ça a été un de mes coups de cœur. Donc, on sait jamais, on va peut-être voir Thunder Rosa arriver à la AEW, ce qui pourrait peut-être, selon moi, là, aider grandement la division féminine là-bas. Ok, passons maintenant au deuxième bloc, mon top 3 des matchs qui ne se sont jamais produits, mais qui étaient planifiés à la base. Là, quand je dis qu'ils étaient planifiés, c'est que ça avait déjà été annoncé par la WWE avec des vidéos package. Il y avait déjà une histoire en cours. Donc, ces 3 matchs-là, en tant que tels, là, ils étaient planifiés dès le départ et ils ne se sont jamais produits pour une raison ou une autre. Je commence la liste avec Stone Cold Steve Austin contre The Rock, contre Triple H au Survivor Series 99. Tout le monde s'entend pour dire là-dessus là, que c'est pas mal les 3 plus grosses vedettes de la Attitude Era. Si on faisait le tour, là, un petit sondage là, parmi tous les fans de lutte, là, c'était pas mal les 3 porte-étendards, là, les gros superstars de cette période-là. Donc c'était un match qui était très attendu et ça ne s'était jamais fait avant. Donc c'était pour la première fois ever. Et c'est pour ça un peu qu'il était vraiment là, anticipé comme match. Et comme tout le monde le sait, durant l'événement, Stone Cold Steve Austin s'est fait frapper par un véhicule, a dû se faire sortir évidemment de l'événement. Le match n'a pas eu lieu. Il s'est fait remplacer finalement par The Big Show. Mais pour tous ceux qui connaissent la vraie histoire, c'est en fait à cause que Stone Cold Steve Austin, 2 ans auparavant, avait brisé son cou lors d'un match et n'avait jamais vraiment eu d'opération pour le réparer. Donc, il avait utilisé une petite procédure là, qui faisait en sorte là, qu'il ne manquerait pas vraiment d'action pour un long moment. Il pouvait revenir lutter quelques semaines, 2-3 mois après cette petite procédure pour ensuite continuer sa carrière qui était dans son pic. Il était en pleine ascension pour être la top vedette de la fédération, donc c'était pas le moment de se faire opérer au cou et de peut-être même ruiner son ascension et peut-être même prendre une retraite forcée. Par contre, ce 2 ans-là, au final, ça l'a rattrapé, avait beaucoup de problèmes avec son cou, donc il n'y avait plus d'autre choix, là, c'était la chirurgie ou peut-être une paralysie certaine. Le seul problème là-dedans, c'est que Vince McMahon et son équipe ont continué de promouvoir le match jusqu'à la toute dernière seconde. Quand l'événement se déroulait, le match était encore prévu. Là. Par contre, ils savaient déjà à l'avance que Steve Austin ne pourrait pas participer au combat. Donc c'est, selon moi, une tactique assez louche, assez baboche. Dans le fond, il voulait juste attirer les fans le plus possible et attirer le plus d'achats possible pour son pay-per-view. C'est un peu douteux là, comme approche, on va se le dire. Et par la suite, évidemment, le match n'a jamais été revisité non plus. Ça s'est jamais produit finalement. Donc, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, c'est un rêve qui ne sera jamais réalisé pour tous les fans de lutte, malheureusement. On passe au deuxième match qui est encore avec Stone Cold Steve Austin, mais cette fois-ci contre Brock Lesnar dans un Raw en juin 2002. C'était supposé être lors d'une qualification pour le tournoi King of the Ring. Et ce match-là, en tant que tel, avait été annoncé la veille du Raw, donc le dimanche. C'était assez inattendu en tant que tel, et pourtant, quel gros match ça aurait pu être. Là, on s'entend, là, c'est la plus grosse vedette ever, Stone Cold Steve Austin, contre
ta prochaine grosse vedette, Brock Lesnar. Et tu l'annonces pas en avance, tu ne fais pas une histoire entre les deux, des confrontations, des promos entre les deux. Honnêtement, une petite décision un peu ridicule de la part de la WWE. Et Steve Austin n'était justement pas d'accord avec cette situation-là et avait décidé de ne pas rentrer à job, comme on dit. Donc le lundi, au Raw, il ne s'est pas présenté et a décidé de ne plus se présenter, en fait. Et pour ceux qui connaissent un peu cette histoire-là, mais surtout pour ceux qui ne la connaissent pas, Stone Cold Steve Austin à l'époque était dans une période assez creuse de sa vie personnelle, buvait beaucoup, menait un train de vie assez destructeur. 2 jours à peu près après ce fameux match-là qui était supposé arriver, sa femme l'accusait de violence conjugale. Quelques semaines plus tard, il demandait le divorce. Ça allait pas super bien dans sa vie, là. Et en plus, il n'était pas d'accord avec la direction créative que son personnage prenait. On lui offrait des matchs pas très inspirés, mais pas très inspirants non plus. Selon lui, il était un peu pris pour acquis. Il avait décidé, dans le fond, là, de quitter le bateau totalement. C'est une décision qu'il a regrettée par la suite, évidemment. On pourrait ne pas d'accord avec son geste. Évidemment, il n'y a personne de plus gros qu'une compagnie. C'est un travail d'équipe. Malgré son statut, c'était assez enfantin comme décision, comme réaction même. Par contre, autant qu'on peut être en désaccord avec son geste, sa raison était quand même juste du fait que tu as devant toi un match qui pourrait te rapporter beaucoup de bidou, on s'entend, mais tu fais rien avec, tu l'offres gratuitement, sans annonce, à la télé comme ça, plutôt que de faire un gros build-up entre les deux, des promos, des vidéos package, pendant plusieurs semaines, même des mois de feud, jusqu'à ce que tu les mettes tous les deux dans un combat ensemble en finale d'un pay-per-view. On s'entend que la WWE a solidement raté une passe de cash là-dessus. Et en tant que business, c'est un peu absurde qu'ils aient décidé ça comme ça. Parce que d'un côté, t'as Stone Cold Steve Austin qui était un pur badass, prenait de la shit de personne, un personnage explosif. Et de l'autre côté, t'as Brock Lesnar qui était une solide machine, buildé comme un train. Et tellement athlétique, tellement rapide, tellement lui aussi explosif. Les deux ensemble, c'était un match parfait. Même par la suite, au retour de Austin en février 2003, on se rappelle qu'il avait affronté Eric Bischoff lors de No Way Out à Montréal. Et ensuite, il avait terminé sa carrière contre The Rock, son éternel rival, dans un des matchs principaux de WrestleMania 19. En suivant les recommandations de son docteur, il avait pris sa retraite à la suite de ce match-là. Fait qu'un autre combat qui, malheureusement, n'est qu'un rêve ou même un fantasme. Et en terminant le bloc, je triche un peu parce que le prochain match, c'est un match qui n'était pas nécessairement signé, il n'avait pas été annoncé. Il n'y a rien qui avait été construit entre les deux lutteurs. Mais par contre, ça avait été une idée lancée et même que cette idée-là, elle était forgée dans le béton. Là. Elle était quelque chose allait se bâtir. Et je parle bien sûr de Shawn Michaels contre Eddie Guerrero pour le WrestleMania 22 en 2006. Écoutez, pour tous les fans de lutte qui se respectent, laissez-moi juste répéter cette phrase-là pour vous faire saliver encore plus. Shawn Michaels contre Eddie Guerrero à WrestleMania. Je sais pas si vous comprenez un peu là, l'étendue, là, l'impact que cette idée-là aurait pu avoir. Là. J'explique là, pour ceux qui connaissent moins, là, évidemment, ces deux lutteurs-là. Et les deux étaient du même gabarit, avaient un peu les mêmes skills, les mêmes habiletés dans le ring, avaient même un même style de lutte, étaient tout aussi flamboyants les deux, tout aussi charismatiques, de très grands athlètes. Bref, les deux étaient très similaires, même qu'ils avaient pas mal un passé turbulent, semblable. Les deux avaient connu beaucoup là, de démêlés avec la justice, gros problèmes de consommation de drogue, d'alcool, sont devenus sobres. Malheureusement, pour tous ceux qui savent l'histoire, ben évidemment, le match ne s'est pas produit pour la simple et bonne raison que Eddie Guerrero est décédé en novembre 2005. Évidemment, là, ça a mis vraiment un terme au plan qui était prévu. C'était très malheureux parce que il est mort d'un problème cardiaque et ce n'était pas à cause d'une rechute qu'il avait eue, là, mais c'est bien parce que, bon, après toutes ces années de
de style de vie un peu rock'n'roll. Donc, ça l'a pas mal rattrapé. Et encore aujourd'hui, je pense que je parle pour tout le monde. Eddie Guerrero nous manque beaucoup encore aujourd'hui. Passons maintenant au segment croc en jambe et descente du coude, qui aujourd'hui, exceptionnellement, va seulement être un croc en jambe. Concernant la Hall of Famer Sonny, de son vrai nom Tammy Lynn Sitch, qui s'est fait arrêter encore lundi dernier, le 13 juillet, pour une violation de ses conditions de la liberté conditionnelle qu'on lui avait accordée en février dernier. Donc, elle a été arrêtée sous 3 charges précises, dont une ordonnance restrictive de la Cour concernant de la violence conjugale qu'elle avait même elle-même faite. On ne sait évidemment pas à quelle date aura lieu l'audience, mais on sait que si la Cour se met en accord avec l'État de la Pennsylvanie, Madame Sitch court le très grand risque de servir sa sentence originale complète. On se rappelle qu'en février 2019, Madame Sitch s'était fait arrêter pour la 6e fois en état d'ébriété. Pour ceux qui veulent une espèce d'image là, à savoir c'est qui ça, Tammy Lynn Sitch, c'est la Michelle Richard des États-Unis, mettons. Vous avez peut-être une petite idée de à quel point elle peut être néfaste pour elle-même. On va dire ça comme ça, je vais rester poli. Si j'étais, dans ce cas-ci, la WWE, honnêtement, là, je retirerais Sonny du Hall of Fame. Ça n'a aucun sens. Une femme qui refuse sans arrêt de s'aider ou, en fait, de recevoir de l'aide, qui continue à agir comme une petite enfant, une petite princesse, qui en plus se permet certains commentaires racistes et grossophobes. Clairement, là, elle s'en fout. Moi, là, si j'étais une grosse compagnie comme la WWE, je ne voudrais pas de cette présence négative-là chez nous. En terminant, je voudrais vous faire saliver encore un petit peu en vous parlant d'un match qui, selon moi, a encore une chance de se produire. C'en est un là, qui fait partie des pensées, des fantasmes, des rêves de milliers de fans depuis plus de 20 ans. Et je parle ici de Sting contre Undertaker. La raison pour laquelle cet affrontement-là a toujours été attirant, c'est que, d'une part, les deux ont été un peu le visage de leur compagnie respective, Undertaker à la WWF à l'époque et Sting à la WCW. Et les deux empruntaient un peu un personnage sombre qui flirte avec le surnaturel. Et ça l'a failli arriver à maintes et maintes reprises. On se souviendra qu'en 2001, la WCW a été achetée par Vince McMahon lui-même et n'a pas pu, dans le fond, signer Sting, car son contrat, il lui restait 1 an. Il a fallu attendre que ça l'expire l'année d'après, pour qu'ensuite il puisse avoir des pourparlers pour s'entendre sur un contrat. Ça a failli marcher, mais Sting avait des craintes, avait des doutes, avait vu un peu ce que la WWE, dans le fond, avait fait avec les récentes signatures d'anciens de la WCW. Disons de comment ils ont été traités, c'était douteux pas mal. Il y avait eu aussi des discussions en 2003, en 2005, et le plus proche qu'ils sont arrivés d'une entente, ça a été en 2011. On se souviendra là, des fameuses vignettes 2-21-11, 2-21-11, ce qui veut dire, dans le fond, en anglais, c'est une date, c'est le 21 février 2011. Les vignettes avaient été créées, dans le fond, un peu en avance. Malheureusement, il n'avait pas signé. Il avait encore ces fameux doutes-là qu'il avait il y a 9 ans. Donc, finalement, il n'avait pas signé avec eux. Il a fallu attendre un gros 3 ans, même 3 ans et demi, avant qu'il décide là, de baisser les armes et de se joindre à la WWE. Et finalement, il était apparu à la fin du combat principal de Survivor Series 2014. La foule était hystérique. C'était assez incroyable. Là. C'était le seul, là, le dernier là, des joueurs d'impact de la WCW qui n'avait jamais joint les rangs de la WWE. Donc, c'était un grand jour, on va se le dire. Et évidemment, on était tous en droit d'y croire. Là. Les deux étaient sous le même toit. Il n'y avait même pas besoin nécessairement d'histoire à construire, une rivalité vraiment à bâtir. Le match se faisait tout seul, se racontait tout seul. C'était dans le béton, où on voulait croire que ça l'était. Mais finalement, c'est pas arrivé. Sting a affronté Triple H à WrestleMania 31.
Et Undertaker avait dit récemment en entrevue comme quoi qu'il pense que le match n'aurait pas fonctionné de toute façon. C'est que à ce moment-là, on se rappellera, The Undertaker il était un petit peu mal en point. L'année d'avant, il avait subi quand même toute une déconfiture face à Brock Lesnar. Dans les premières minutes du combat, il avait subi une commotion cérébrale et a été affecté par ce match-là tellement qu'il avait perdu confiance en lui pendant plus d'une année. S'était quand même remis en forme pour aller affronter Bray Wyatt. Mais les fans, c'était pas Bray Wyatt contre Undertaker qui voulaient, c'était pas Sting contre Triple H qui voulait, c'était Sting contre Undertaker. Mais on peut comprendre évidemment que ça n'aurait pas marché. Selon lui, les deux n'auraient pas pu livrer les attentes qui étaient très hautes, on va se le dire. Ils étaient quand même déjà âgés à ce moment-là. Évidemment, les skills ils ont diminué au fil des années. Mais quand même, on était en droit d'espérer un affrontement un jour. Par contre, la raison pourquoi que je dis que le combat aurait encore une mince possibilité de se produire, c'est que s'il y a un effet positif que la pandémie actuelle nous a apporté, ou surtout a apporté à la WWE, c'est qu'ils ont dû se réinventer. Évidemment, depuis la mi-mars, des rassemblements intérieurs, donc du public dans les enregistrements télé, c'est interdit. Donc évidemment, la WWE n'a pas cessé d'enregistrer leurs émissions live. Mais par contre, évidemment, il n'y a pas de public. Ce qui fait en sorte que WrestleMania cette année s'est présenté dans une salle vide au Performance Center. Et comme à presque chaque année, Undertaker avait un match contre AJ Styles. Mais sachant très bien que Undertaker, dans son arrivée dans un aréna, il y a toujours des effets visuels, de la pyrotechnie, des flammes, des éclairs, les lumières flash, il y a de la fumée. C'est quasiment des effets spéciaux. Ça n'aurait pas fonctionné dans le centre d'entraînement de la WWE. On s'entend, c'est pas logique. Ça prend une atmosphère, ça prend une ambiance. Il faut que le public réagisse. Sans public, ça aurait été flat comme entrée. Ce qui veut donc dire que la WWE, pour faire leur match contre AJ Styles, ils ont dû, dans le fond, innover en faisant un match cinématique. Donc, c'est comme s'ils ont tourné un petit film avec plusieurs caméras sur un lieu extérieur, dans une espèce de vieille ferme, une vieille grange. Des effets spéciaux qu'ils ont pu créer. Ils ont fait ça la nuit. Donc, dans le fond, ça a pu permettre de faire un combat vraiment différent, avec des effets visuels, avec une ambiance vraiment lugubre. C'était vraiment spécial comme combat. Allez voir ça pour vrai, ceux qui sont abonnés au network et qui n'ont pas vu le WrestleMania de cette année. Allez voir ça, ça vaut la peine. Ils ont appelé ça le Boneyard Match. Ça se passait dans une espèce, comme je dis, d'une grange, style même cimetière un peu. Et le pourquoi que je parle de ce combat-là, précisément, c'est que, bon, on se rappellera, Sting a pris sa retraite en 2016, à cause qu'il s'est brisé le cou, on va se le dire, lors d'un match contre Seth Rollins quelques mois auparavant en 2015. Mais il ne s'est jamais fait opérer au cou. Dans le fond, il n'a jamais eu recours à une opération pour le réparer, parce que s'il avait eu une chirurgie, c'est-à-dire dans le fond une fusion entre ses deux vertèbres, ça aurait été terminé pour de vrai, là. 100%, carrière terminée, capote, c'est fini. Comme je dis, il ne s'est jamais fait opérer, ce qui fait que dans le fond, il a laissé le temps à arranger les choses. Son cou s'est replacé, ça fait maintenant 5 ans de ça, et aujourd'hui, il est top shape. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit évidemment, il se sent bien, il serait dans le fond prêt à revenir dans un ring, il faudrait qu'il s'entraîne, qu'il se remette en forme évidemment. Mais c'est pour ça que je dis que ça serait possible, parce que ce genre de match-là cinématographique ne demande pas des prouesses athlétiques incroyables, juste des coups de poing, des coups de pied, des effets visuels créés par les nombreuses caméras placées un peu partout, des effets spéciaux rajoutés en post-production, une ambiance lugubre, sombre. Et évidemment, à cause de leur personnage un peu surnaturel, on pourrait se permettre ce genre de combat-là et créer quelque chose de vraiment spécial visuellement. Surtout que, selon moi, le meilleur temps pour le faire, ce serait le Survivor Series de cette année, qui va se passer en novembre. La raison est que les deux ont commencé leur carrière à la WWE à Survivor Series. Undertaker, il y a 30 ans en 90, et comme j'ai mentionné tantôt, Sting en 2014. Selon moi, ça serait une très belle boucle à boucler de faire ça à cet événement-là. Par contre, évidemment, le temps approche, là, on est à moins de 4 mois du mois de novembre. Donc, si la rivalité entre les deux ne peut pas se construire ou qu'ils ne peuvent pas se mettre en forme d'ici là, si jamais c'est une idée qui a été lancée, évidemment, la deuxième option serait WrestleMania en 2021. Ton gros show de l'année, ça serait aussi très logique de vouloir insérer ce combat-là dans ton plus gros événement.
Par contre, ça serait moins possible si à ce moment-là, le public est revenu dans les arénas. Donc, vraiment pour moi, là, le meilleur temps, ça serait à Survivor Series cette année. Et je crois qu'en tant que fans, on peut se permettre de recommencer à y croire. Et voilà tout le monde, c'est tout pour moi. Je vous invite à aller liker ma page Facebook, le troisième câble podcast. Et aussi, j'ai maintenant, oh yes, une page YouTube, le troisième câble podcast. Sinon, vous pouvez toujours aller consulter baladoquebec.ca. Tous mes épisodes y sont répertoriés. Et en terminant, je voudrais vous laisser avec une autre belle parole de sagesse de notre cher et irremplaçable capitaine Charles Patnaud, qui a déjà dit, et je cite, « Rien ne sert de courir, l'autobus est déjà passé. » Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine, car le troisième câble se termine là.